Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles hebdomadaire Infothémis du 7 novembre 2023. Ici, Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Alors, cette semaine, à Infothémis, nous avons la population de Ville-Marie imagine la municipalité de demain. Le syndicat Unifor demande une rencontre d'urgence à l'égard de l'usine Ryanair à Témiscamingue. La 3e édition du Raid Témiscamingue retour en force en 2024. Québec veut régler l'assise territoriale de Long Point à Onaway. Près de 10 000 syndiqués en grève en Abitibi-Témiscamingue. Et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres ce mercredi soir à 18 h pour notre télébingo populaire. L'annonce du groupe TVA d'abolir 547 emplois a provoqué une commotion dans le milieu des médias en Abitibi-Témiscamingue. Bien qu'aucune de ces suppressions ne touche d'employés dans la région, il s'agit d'un douloureux rappel pour certains que la situation demeure fragile pour les médias régionaux dans le contexte actuel où les revenus sont en forte baisse. Annie Larivière, directrice générale de la station de radio CKVM de Ville-Marie, estime qu'il faut prendre très au sérieux la situation. C'est l'avenir de tous les médias qui est en jeu. Les coupures annoncées à TVA sont justifiées par une baisse de revenus importante. On sait que les commanditaires ne sont plus au rendez-vous. Il y a les géants du web qui ont accaparé 75 à 80 de l'assiette publicitaire et ils refusent de payer les médias canadiens pour le partage de leur contenu d'information. Elle ajoute que le gouvernement fédéral doit venir en aide aux médias régionaux du secteur privé. Francis Beauvais, directeur général chez RNC Média, précise que le contexte de baisse des revenus est le même dans notre région. On doit se poser la question, qu'est-ce qu'on fait pour assurer notre pérennité? M. Beauvais souligne que c'est d'ailleurs pour cette raison que dès la fin du mois de novembre, on sera devant le CRTC pour marteler ce message. Yvon Moreau, président du syndicat chez RNC Média, avance que c'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que RNC Média, par la pression, ne sera pas obligé éventuellement de réduire son personnel. Ce dernier estime que les différentes instances publiques ont trop tardé avant d'intervenir. On a beau dire que Meta, Facebook et compagnie viennent fouiller dans nos poches, ça fait des décennies qu'on sait que ces gens viennent fouiller dans nos poches et ça fait des décennies qu'on les laisse faire. Il y a des gens qui géraient ça quelque part et qui n'ont pas fait leur job. Maintenant, on voit les résultats que ça donne. C'est le temps de s'y consacrer afin de mettre la pression pour ne plus que ça arrive. Dans les dernières années, de nombreuses entreprises de la région ont fait le choix de présenter leur publicité en ligne sur des plateformes comme Facebook ou autres médias sociaux. Un phénomène grandissant qui a une incidence sur les entreprises médiatiques. Francis Beauvais fait remarquer que si vous voulez avoir de la pérennité, de la qualité, de la quantité au niveau des médias locaux, il faut continuer d'avoir des partenariats d'affaires avec ces entreprises-là parce que ces entreprises ne vivent qu'à partir des revenus qu'elles génèrent. Annie Larivière renchérit en disant que c'est un très grand rôle de sensibilisation à faire auprès de la population, des gens d'affaires et du milieu. Parce que chaque fois qu'une entreprise décide de prendre de la publicité sur Facebook plutôt qu'à la radio locale ou dans son journal, c'est une perte de revenus pour un média qui tire sa seule source de revenus par les revenus publicitaires. C'est un enjeu primordial. M. Beauvais ajoute que les gens souhaiteraient qu'on soit présent, qu'on soit partout sur le territoire, qu'on occupe des espaces dans toutes les municipalités de la région, qu'on soit visible, mais il y a un coût à ça puisqu'on est une entreprise privée. Madame Larivière mentionne qu'elle croit que les gens d'affaires, ce n'est pas pour mal faire, mais ils ne pensent pas à ça. Quand on les rencontre, on se fait dire « Ah, moi j'annonce sur le web, c'est presque gratuit, ça coûte beaucoup moins cher et je rejoins des gens. »
Oui, ils rejoignent des gens, mais ces mêmes géants du Web font en sorte qu'on ne peut plus diffuser nos nouvelles sur le Web. Le nombre de journalistes couvrant l'Abitibi-Témiscamingue a grandement diminué au cours des dernières années. Une situation qui inquiète la directrice générale de CKVM. Cette dernière affirme que c'est une richesse et c'est notre identité. Il ne faut pas oublier ça. Les gens nous prennent pour acquis alors que c'est très fragile. Quand on nous dit de revoir nos façons de faire, je veux bien, mais je pense qu'on a encore besoin de nos médias traditionnels. De nouveaux secteurs à potentiel acéricole ont été ciblés au Témiscamingue par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Les zones ciblées pourront être attribuées dans les prochaines années à des érablières déjà existantes qui souhaitent agrandir leurs installations ou à de nouveaux acériculteurs. Yann Godette, copropriétaire de la sucrerie du Huard et représentant syndical régional auprès des producteurs et productrices acéricoles du Québec, estime que la région gagnerait 500 nouveaux hectares et jusqu'à un maximum de 100 000 nouvelles entailles. L'idée, c'est vraiment d'être capable d'augmenter la quantité d'érablières au Témiscamingue pour venir à bout d'avoir un peu plus de services. À titre d'exemple, les exploitants d'érablières regroupés dans un même secteur pourraient espérer obtenir un meilleur entretien des chemins, de l'électricité, une collecte de déchets, un magasin d'équipement et bénéficier d'une entraide entre voisins. M. Godette assure que la carte des nouveaux secteurs est passée entre les mains des producteurs et productrices acéricoles du Québec, du ministère des Communautés autochtones et des entreprises forestières afin de rendre ces terres officiellement disponibles à la production de sirop d'érable. Il mentionne que si jamais il y avait des traitements faits dans ces secteurs-là, ce seraient des traitements favorables à la sériculture. Les futurs exploitants devront toutefois patienter puisqu'il leur faudra obtenir des producteurs et productrices acéricoles du Québec du contingent avant de pouvoir entailler leurs premiers érables. L'avenir du projet d'électrification du chemin Maniwaki dans le sud du Témiscamingue déterminera le futur de la sériculture dans la région puisque ce chemin est l'axe principal des nouveaux secteurs identifiés. Les citoyens de Ville-Marie, au Témiscamingue, ont été invités à réfléchir à l'avenir de leur municipalité dans le cadre d'une consultation publique mercredi dernier. Il était un peu plus d'une quarantaine à se réunir pour échanger des idées afin de guider la Ville dans l'élaboration de sa future planification stratégique. Le sous-sol du Centre Frères Moffett à Ville-Marie était rempli de jeunes adultes, de familles, d'entrepreneurs, d'aînés et d'élus. Ils étaient tous réunis pour un même objectif, soit imaginer le futur de leur ville. En formule 5 à 7, les participants étaient invités à échanger entre eux et à se déplacer dans la salle. Chaque table avait en son centre une affiche et des feuilles collantes pour pouvoir y inscrire son idée selon la thématique. Plusieurs ont ramené le projet de piscine publique à l'ordre du jour. Les suggestions données autour de la table ont de nouveau convaincu l'entrepreneur Richard Toussaint, qui possède un garage automobile à Ville-Marie, de la pertinence d'une fusion des municipalités voisines. Il estime que cela pourrait amener encore plus de monde, plus de compétences à l'intérieur des municipalités pour aider au développement. De son côté, le copropriétaire d'un dépanneur et de pétrole Témis, Patrick Gignac, tenait à être présent pour être au fait des désirs de la population, voir ce qu'on peut apporter en s'impliquant dans le milieu. Les citoyens des municipalités voisines étaient également invités à prendre part à la consultation publique. Martin Lefebvre, maire de Ville-Marie, stipule qu'on est au cœur de plusieurs municipalités pour les services qu'on a, mais il faut aussi respecter notre capacité de payer. Ils étaient plusieurs aînés à inscrire les idées pour les générations futures, mais aussi pour la leur. Les personnes âgées ont surtout noté des enjeux au niveau de l'hébergement et du transport pour leur qualité de vie actuelle et celle des aînés à venir. La Ville a fait appel à une firme montréalaise spécialisée en planification stratégique
dans les milieux municipaux pour l'aider à élaborer son plan. Le maire, Martin Lefebvre, confirme que c'est un investissement de 35 à 40 000 $, mais c'est un exercice qui est nécessaire. Ce dernier s'est dit heureux de constater la présence d'enfants et la motivation des citoyens. Il rappelle que les élus sont là pour décider, mais ils sont là de façon temporaire. Selon le maire, il est trop tôt pour parler de la planification stratégique à proprement dite, mais une chose est certaine, ça ne peut pas être du court terme. À peine 2 mois après le succès retentissant de la 2e édition, la Société du développement du Témiscamingue et la MRC du Témiscamingue confirment le retour en force du Raid Témiscamingue en septembre 2024. Pour ce faire, le territoire renouvelle pour une 3e fois son alliance avec Endurance Aventure, une firme québécoise dont l'expertise dans la gestion et la télédiffusion d'événements sportifs en plein air est reconnue mondialement. Les promoteurs de l'événement en promettent plein la vue aux athlètes de cette course audacieuse qui se déroulera du 5 au 8 septembre 2024. Les passionnés de sensations fortes, d'adrénaline et de paysages grandioses seront époustouflés par un tracé hors du commun au cœur de la forêt et sur les plans d'eau du secteur nord témiscamien et plus spécifiquement dans les municipalités de Rimini, Guérin, Notre-Dame-du-Nord et Saint-Bruno-de-Guigues. Alliant plusieurs disciplines, canot, nage, vélo, trekking, course et plusieurs activités de corde, le raid promet un parcours spectaculaire sur une distance d'environ 170 km et réparti sur 3 jours. Plongés dans une nature vierge, les raideurs ne pourront compter que sur des cartes topographiques et des boussoles pour s'orienter, 2 armes qu'ils auront tout intérêt à maîtriser avec assurance. La période d'inscription pour cet événement d'envergure internationale est débutée. L'engouement des athlètes pour l'édition 2023 a de loin dépassé les attentes des promoteurs. Face à cet intérêt marqué, un processus de sélection sera instauré. Afin de se tailler une place parmi les 25 équipes de la 3e édition, les duos d'athlètes devront compléter un dossier de candidature et démontrer leur capacité et aptitude à relever ce défi, indique Jean-Thomas Boily, directeur des opérations chez Endurance Aventure. Le Raid Témiscamingue est l'unique événement en étape qui s'inscrit dans la série mondiale de courses d'aventure, une série internationale qui se spécialise dans les courses d'aventure et qui réunit les meilleurs athlètes du monde entier. Rappelons qu'en septembre dernier, 7 équipes témiscamiennes ont su relever cet exploit aux côtés des athlètes professionnels venus du Brésil, de l'Uruguay, du Mexique, de la Finlande et d'ailleurs au Canada. Pour vous inscrire, visitez le site web du Raid Témiscamingue. Notez que la clôture des inscriptions est prévue pour le 15 janvier 2024. À la suite de quoi débutera l'analyse des candidatures et l'annonce des 25 équipes participantes du Raid Témiscamingue 2024. Cette année encore, le Raid Témiscamingue récidive et permettra aux adolescents d'ici de vivre l'unique expérience d'une compétition internationale dans leur territoire natal. Surpris en 2023 par l'enthousiasme suscité auprès des jeunes, le nombre d'athlètes jeunesse passera de 50 à 100. Le vendredi 6 septembre 2024, 50 équipes formées de 2 jeunes âgés entre 13 et 17 ans auront à faire preuve de persévérance et dépasseront leurs limites en réalisant un parcours d'une vingtaine de kilomètres. Encore une fois, chaque duo de jeunes sera accompagné par un athlète adulte participant au raid professionnel. Au cours des prochains mois, l'étape jeunesse sera propulsée dans les écoles par une campagne de promotion et les inscriptions de ce volet débuteront au printemps 2024. En plus de promouvoir les saines habitudes de vie et le développement de la culture du plein air, cette initiative vise à encourager l'implication de la jeunesse dans tous les aspects d'un événement d'envergure internationale, que ce soit à titre d'athlète ou de bénévole. Ainsi, et selon leurs intérêts respectifs, les jeunes pourront se joindre aux équipes professionnelles de production télé, photographie, animation et sécurité.
Pour le Témiscamingue, ce grand projet s'inscrit dans une volonté collective de propulser le territoire au premier rang des terres d'aventure à explorer. Le retour du Raid Témiscamingue en 2024 confirme l'engagement des acteurs du territoire à mettre en valeur la nature vierge et les paysages spectaculaires du Témiscamingue auprès des adeptes de plein air sur l'ensemble du globe. Pour mettre en valeur et promouvoir le territoire et ses milieux de vie de qualité, l'opportunité est incontournable pour le tourisme d'aventure nature au Témiscamingue. Par ailleurs, la visibilité internationale associée à ce type d'événement offre au territoire une vitrine médiatique mondiale qui surpasse largement la portée des autres campagnes de promotion déjà réalisées, indique Daniel Bourgault, président de la Société de développement du Témiscamingue. Aider nos organisations à faire rayonner nos régions à l'international et à être des moteurs économiques pour nos communautés est l'une de nos principales priorités. C'est pourquoi notre gouvernement tient à rappeler son appui de 827 500 $ sur 3 ans à la Société de développement du Témiscamingue pour cet événement. En la soutenant, nous appuyons la création de bons emplois et assurons la croissance économique et touristique de nos régions, a mentionné l'honorable Soraya Martinez-Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Rassembleur et mobilisateur, c'est en synergie avec les forces vives du milieu que le Raid Témiscamingue entend renouveler encore cette année d'étroites collaborations avec les entreprises et organisations du territoire, ainsi qu'auprès des communautés Anishinaabe. Lors de la Semaine des technologues, soit du 5 au 11 novembre, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue souhaite souligner le travail exceptionnel des technologues en radio-oncologie, en électrophysiologie, en imagerie médicale et en médecine nucléaire. Chaque année, la Semaine des technologues vise à faire connaître la profession auprès du public et des autres professionnels de la santé. Les technologues jouent un rôle essentiel dans le système de santé. Le Centre intégré de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue tient à souligner la Semaine canadienne de l'éthique en santé. Cette semaine se veut un temps d'arrêt où les institutions canadiennes, les écoles, les universités et les comités d'éthique prennent le temps de s'informer sur les problèmes éthiques qui peuvent affecter les Canadiens. Voici quelques objectifs visés par cette Semaine canadienne de l'éthique en santé. Encourager les événements d'information à travers le pays qui encouragent le dialogue sur les problèmes bioéthiques en santé. Faciliter le réseautage entre les individus ayant des intérêts communs sur l'éthique en santé. Promouvoir la visibilité des services offerts aux comités éthiques, incluant les comités d'éthique en recherche et les comités d'éthique clinique. Offrir une opportunité aux Canadiens de s'engager dans les discussions importantes sur les politiques éthiques dans le domaine de la santé. Dans le cadre de la Semaine nationale des personnes proches aidantes, le Comité des usagers du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue tient à rappeler que, de façon générale, l'usager a le droit d'être accompagné d'une personne de son choix lors d'une demande de service ou lorsqu'il reçoit des soins et services donnés dans un établissement. Certaines exceptions peuvent s'appliquer, par exemple, pour une chirurgie au bloc opératoire, par mesure de sécurité et de salubrité pour la prévention des infections ou la qualité des soins. Le personnel informera alors l'usager si l'accompagnement n'est pas possible. Cette semaine nous rappelle toute l'importance du rôle des personnes proches aidantes auprès des usagers qui reçoivent des services de santé et de services sociaux. Elles apportent un soutien inestimable par de nombreux gestes et attentions qui font la différence dans la qualité de vie des personnes qu'elles soutiennent. Nous connaissons tous une personne proche aidante dans notre entourage. Les exemples sont nombreux, que ce soit des parents qui soutiennent leur enfant ayant une déficience intellectuelle, une conjointe qui accompagne son mari pour des rendez-vous, des enfants qui aident leurs parents atteints d'incapacité physique en raison de l'âge pour l'entretien de leur domicile. Ce soutien fait dans la bienveillance est significatif puisque les personnes proches aidantes
apporte du réconfort et de la sécurité aux personnes de son entourage. Leurs gestes font toute la différence pour l'enrichissement de notre communauté. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de petits gestes. Chaque moment accordé fait la différence. Québec veut régler rapidement le dossier de l'assise territoriale de la Première Nation du Long Point au Témiscamingue. De passage dans la région avec sa collègue Maïté Blanchette-Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Yann Lafrenière a réitéré cette volonté vendredi lors de l'Assemblée générale annuelle des membres à Wenowee. M. Lafrenière propose donc un blitz de négociation de 3 mois pour faire de Wenowee une réserve en bonne et due forme au sens de la loi sur les Indiens. Il se dit prêt à en rencontrer les membres de la communauté dans une assemblée publique sur le sujet. Il pense qu'il y a encore beaucoup de points à travailler parce que, pour certains membres de la communauté, ça peut sembler réducteur. Mais le but ultime, c'est de permettre d'avoir le financement qui vient avec du côté fédéral. Le ministre fait valoir que même du côté administratif, ça nous simplifierait la vie. Celui-ci pense notamment au transfert de terrain et d'édifices des Oblats. Il ajoute qu'une assise territoriale faciliterait aussi les choses pour les communautés Anishinaabe voisines de la Première Nation de Témiscamingue et de la Première Nation de Québec. Quant à la situation litigieuse concernant le territoire de Pressac en lien avec l'entente intervenue entre Picogan et la minière Agnico Eagle, Yann Lafrenière invite les parties à s'asseoir à la même table pour discuter. Le ministre Lafrenière a aussi profité de son passage avec la ministre Blanchette-Vézina pour se rendre à Québec afin de constater les projets réalisés ou en cours de réalisation et même projetés dans la communauté. On a pu voir ensemble les résultats des travaux qui ont été réalisés grâce aux sommes du gouvernement provincial. Il raconte qu'on a pu voir la marina, le poste de police, le centre de santé, un atelier de débosselage et aussi les plans du centre communautaire culturel, un projet vraiment prometteur. Le syndicat Unifor demande une rencontre d'urgence avec la direction de l'usine de Ryanair. Cette demande vient à la suite de l'annonce récente de l'embauche d'un cabinet d'experts en vue de la cession d'une partie des actifs. Unifor souligne également sa frustration face à la manière dont cette annonce a été faite il y a près de 2 semaines par communiqué de presse. Selon la partie syndicale, ses membres et les officiers locaux auraient dû être mis au courant bien avant en raison de l'importance de l'enjeu. Rappelons que l'usine Ryam est un vecteur économique important de la ville de Témiscamingue. Plus de 10 000 syndiqués du Front commun ont fait la grève lundi en Abitibi-Témiscamingue afin de réclamer de meilleures conditions de travail. Les employés du réseau de la santé ont, eux aussi, fait des moyens de pression tout en continuant d'offrir les services essentiels. Cindy Lefebvre, présidente du syndicat de l'enseignement de la Jémésie et de l'Abitibi-Témiscamingue, affirme que ce n'est pas de gaieté de cœur que le Front commun entre en grève. Elle ajoute qu'il n'y a personne qui fait la grève par plaisir. Il n'y a personne qui a envie de faire la grève. Si on en arrive là, c'est que ça ne bouge pas aux tables de négociation et que nos autres moyens ne sont pas efficaces pour faire bouger les négociations. C'est malheureusement le prix à payer pour potentiellement améliorer les réseaux de santé, de l'éducation et des services sociaux. Le dernier dépôt qui a été fait, l'offre patronale est de 10,3 % pour les 5 prochaines années, alors que la prévision pour l'inflation jusqu'en 2026 est de 17,7 %. C'est un appauvrissement. C'est complètement inacceptable. Cindy Lefebvre explique que dans le milieu de l'enseignement, outre la question salariale, les revendications sont articulées autour de 2 grands axes, à savoir l'amélioration de la composition des groupes et l'allègement de la tâche du personnel enseignant. Elle s'inquiète car il y a de plus en plus d'élèves en difficulté ou qui présentent certains besoins et qui sont intégrés dans les classes.
Les enseignants n'arrivent plus à offrir le service auquel les élèves ont droit parce qu'il y a une multiplication des mesures de différenciation pédagogique. Non seulement l'élève n'a pas le service, mais c'est très lourd pour l'enseignant et ça joue sur le sentiment de compétence et de motivation. Ce qu'on voit malheureusement, c'est que les gens désertent la profession. Il n'y a pas de relève dans les facultés d'éducation, particulièrement pour le secondaire. Aussi connue dans le nord de l'Ontario que peut l'être la fromagerie Saint-Albert dans l'Est ontarien ou la fromagerie Boivin au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la fromagerie Thornlow était un symbole fort de l'industrie alimentaire ontarien. La fromagerie Thornlow dans le Témiscamingue ontarien est reconnue à l'échelle du pays pour la qualité de ses produits. Le nord de l'Ontario perd un fleuron de son industrie agroalimentaire alors que la coopérative Gailey Foods a annoncé lundi la fermeture immédiate de la fromagerie Thornlow dans le Témiscamingue ontarien en raison de coûts trop élevés pour moderniser les équipements. Mike Landon, vice-président des affaires coopératives de Gailey Foods, a déclaré que c'était une décision incroyablement difficile car c'est un site vraiment important pour la communauté. Il a expliqué qu'une inspection des installations de la fromagerie a permis de relever d'importants problèmes qui auraient pu menacer la qualité et la salubrité des produits. Selon M. Langdon, les améliorations nécessaires coûteraient environ 10 millions de dollars, potentiellement plus. Cette installation a été construite dans les années 1940 et que les sommes nécessaires pour la mettre en conformité avec les normes actuelles de sécurité et de qualité des aliments dépassent de loin le niveau que l'entreprise peut raisonnablement investir. La fermeture entraîne la perte d'une trentaine d'emplois. M. Langdon affirme que Gailey Foods a offert au personnel des indemnités de départ très élevées. Des clients de la fromagerie Thornlow ont eu la mauvaise surprise en voyant une affiche dans la porte de la boutique indiquant la fermeture définitive de l'établissement. La nouvelle a notamment été partagée sur les réseaux sociaux par John Van Thuff, député provincial de Témiscamingue-Cochrane. Il avait lui-même été mis au courant lundi avant-midi par des résidents de sa circonscription qui l'ont appelé après avoir vu l'affiche sur la porte de la fromagerie. M. Van Thuff a indiqué qu'il compte parler avec d'autres intervenants dans les prochains jours pour voir ce qui était possible de faire pour sauver la fromagerie. Il déplore l'absence de communication de la part de la coopérative dans les dernières semaines. Le député a par ailleurs indiqué que la fermeture de la fromagerie n'aura pas de conséquences financières pour les producteurs laitiers de la région car leur lait continuera d'être acheté par Gailey Foods selon le système de quotas. Toutefois, il ne sera plus transformé dans la région. Le député ajoute que cela entraînerait une conséquence émotionnelle parce que Thornlow, c'était le seul endroit de la région où il était possible d'acheter directement leurs produits. John Van Thuff, un ancien producteur laitier, a participé à un sauvetage de la fromagerie Thornlow en 2006 lorsque la multinationale Parmalat avait indiqué vouloir fermer la petite entreprise. La fromagerie avait finalement été achetée par Gencore en 2007, puis vendue à Gailey Foods en 2019. John Van Thuff, lui-même membre de la coopérative, affirme qu'il a soutenu l'acquisition par Gailey Foods il y a 4 ans. La coopérative était à l'aise de transformer la fromagerie à une entreprise qui parlait de valeurs communautaires. De nombreux touristes s'arrêtaient à la fromagerie. Yves Payet, propriétaire de la boucherie Yves Prime Cut Meats, dit avoir été bouleversé en apprenant la nouvelle. Thornlow Cheese, ça faisait partie de la communauté. M. Payet vend une variété de produits locaux dans sa boucherie, incluant ceux de la fromagerie Thornlow. Ces spécialités seront difficiles à remplacer. Les produits de la fromagerie, fondée en 1940, ont remporté de nombreux prix au fil des années. Un de ces fromages de Devil's Rock a même été choisi en 2017 par les producteurs laitiers du Canada comme fromage de choix pour célébrer le 150e anniversaire de la Confédération. Comme dans les écoles, les centres de la petite enfance, CPE,
doivent faire appel à du personnel non qualifié pour pallier le manque de main-d'œuvre. Manon Leclerc, éducatrice et représentante syndicale au Jardin de Pierrot à Rouyn-Noranda, il est même difficile de recruter ces personnes non qualifiées. C'est sûr que d'avoir du personnel qualifié, c'est important. Si on dit qu'on est des professionnels de la petite enfance, pour pouvoir avoir ce titre-là, c'est bien d'être qualifié. Cependant, pour les parents, si on attend d'avoir du personnel qualifié, c'est sûr qu'on va manquer de personnel. Manon Leclerc affirme qu'il y a actuellement des découvertures dans des CPE de l'Abitibi-Témiscamingue et souhaite en éviter davantage. Elle ajoute qu'il y a des CPE dans la région qui doivent fermer le vendredi parce qu'ils n'ont pas assez de personnel. Ça peut faire aussi que les éducatrices n'auront pas de vacances, pas de journée de congé. Elles vont être obligées de travailler plus d'heures par jour, pas d'heures du dîner. La convention collective des éducatrices en service de garde est échue et Manon Leclerc, affiliée à la FTQ, s'attend à un début de négociation lorsque celle avec le personnel du secteur public sera terminée. Différents syndicats ont manifesté au cours des dernières années pour améliorer le salaire et les conditions de travail dans les CPE. Une formation accélérée sera offerte dès février 2024 pour permettre à des entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue de combler des besoins en mécaniciens d'équipements miniers mobiles. Le gouvernement du Québec investira 558 000 $ dans ce programme de 21 semaines offert par le Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi. Jusqu'à 16 mécaniciens pourront obtenir une attestation d'études professionnelles après 720 heures de formation, dont plus de 500 heures lors de stages rémunérés en entreprise. 4 entreprises de Val-d'Or et la mine La Ronde de Pressac participent au programme pour lequel 12 candidats ont déjà été identifiés. C'est un concept avec lequel on travaille depuis 20 ans, précise Yves Dubé, directeur général adjoint du Centre de services scolaires Lac-Abitibi. Ce dernier affirme que c'est une formule gagnante. Bien souvent, pour des travailleurs qui ne sont pas qualifiés et qui veulent faire rehausser leurs connaissances, c'est pas mal mieux dans leur milieu de travail. C'est sur leur équipement, dans leur environnement de travail. C'est pas mal plus efficace avec un accompagnement structuré en entreprise. C'est un succès à tous les coups. Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, reconnaît que ce type d'initiative ne réglera pas rapidement tous les enjeux de main-d'œuvre dans la région. C'est un problème colossal et on travaille sur plusieurs facettes, tant par l'immigration que la formation en entreprise pour la spécialisation. On a un déficit d'employabilité qui va perdurer jusqu'en 2030. Il faut trouver d'autres méthodes comme celle-ci pour combler les besoins des entreprises. L'achalandage au parc d'Aiguebelle a ralenti depuis la fermeture de la passerelle. L'entièreté de la passerelle mythique du parc national d'Aiguebelle pourrait bien devoir être remplacée selon la direction de l'établissement. Pour l'instant, la firme d'ingénierie en est toujours à évaluer l'ampleur des dommages. Dépendamment de la gravité de la situation, il y a aussi des chances que la passerelle ne soit pas réinstallée. La Société des établissements de plein air du Québec tient à ce que la passerelle soit remise à neuf étant donné son importance touristique. L'aspect financier n'est donc pas un frein pour le moment. En revanche, depuis la fermeture de la passerelle, il y a quelques mois, le directeur Frédéric Bilodeau a déjà remarqué un impact au niveau de l'achalandage. Chose certaine, c'est qu'une réouverture n'est pas prévue avant l'automne prochain. Selon le président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Émilien Larochelle, l'impact sur le nombre de visiteurs sera important. La mairesse de la ville de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, prévoit également suivre le dossier de près. Pour attirer une clientèle différente, d'autres projets sont en cours au Parc national d'Aiguebelle. Par exemple, le directeur prévoit l'installation d'un observatoire de ciel étoilé dans le secteur de Tachereau en Abitibi-Ouest. Groupe TVA a annoncé jeudi la mise à pied de 547 employés
soit près de 40 de son effectif, dans le contexte d'une restructuration qui comprend la refonte de son secteur de l'information, la fin de ses activités de production interne de contenu, de divertissement et l'optimisation de son parc immobilier. Parmi les 547 employés qui seront licenciés, on en compte 300 en production interne, 98 liés aux activités des stations régionales de TVA et 149 dans d'autres secteurs. Les personnes touchées recevront un préavis de licenciement d'au moins 16 semaines, a indiqué l'entreprise par voie de communiqué. Groupe TVA explique ce chambardement majeur notamment par les changements médiatiques dus à la multiplication des plateformes de diffusion numérique sur demande telles que Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV, Crave, 2TV Extra, Peacock, Roku, Hulu, etc. et par l'absorption gigantesque des revenus publicitaires par les géants du web comme Google, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, X, etc. Du même souffle, Groupe TV a révélé ses résultats financiers du troisième trimestre. L'entreprise a cumulé un déficit de près de 13 millions de dollars pour son secteur de télédiffusion, alors qu'il était de 1,6 million à pareille date l'année dernière. Pierre-Carl Péladeau, le président et chef de la direction de Québecor, dit que le modèle d'affaires de la télévision traditionnelle est dorénavant bouleversé pour toujours. En conférence de presse, le président et chef de la direction de Québecor, Pierre-Carl Péladeau, a fait une démonstration, chiffres à l'appui, des répercussions des plateformes payantes sur l'industrie télévisuelle. Ces plateformes rejoignent plus d'auditeurs que la télévision, créneau démographique à l'appui. Il a assuré qu'il ne s'agit pas de la fin de TVA et qu'il veut en demeurer propriétaire. Contrairement aux émissions matinales, Salut Bonjour et Salut Bonjour Week-end, aux bulletins de nouvelles, au contenu d'information de TVA et de LCN, de même qu'à certaines émissions de TVA Sport, ces émissions de divertissement ne seront plus produites à l'interne. Le tricheur, la poleuse aux d'or et Vlog demeureront à l'antenne de TVA, mais leur production sera dorénavant confiée à des mains externes. Groupe TVA a également annoncé l'optimisation de son parc immobilier. La direction de l'entreprise dit qu'elle est en réflexion quant à la prochaine vocation du bâtiment de son siège social, situé au 1600 boulevard de Maisonneuve-Est, et qu'elle veut concentrer ses activités dans le bâtiment du 4545 rue Frontenac à Montréal. La direction souhaite entamer une discussion avec les autorités municipales de Montréal et le gouvernement du Québec en égard à la pénurie de logements, sur la possibilité de convertir l'immeuble en logements sociaux. L'immeuble de la rue Frontenac accueillera les équipes des médias de Québecor et des magazines de TVA Publications. Groupe TVA a aussi annoncé que TVA Québec assurera désormais l'enregistrement des bulletins de nouvelles de toutes les stations régionales. Même si l'entreprise dit qu'elle procédera à une réduction de son parc immobilier en région, elle assurera que les antennes de TVA de l'Est du Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Sherbrooke et de Trois-Rivières seront maintenues. En février dernier, Groupe TVA avait annoncé la suppression de 240 postes, dont 140 directement à TVA. Le syndicat canadien de la fonction publique, qui représente les employés de TVA, a vivement réagi à l'annonce des coupes dans l'entreprise, déclarant que les employés sont sous le choc. Le plan de restructuration annoncé aujourd'hui est complexe et demandera analyse et réflexion. Les raisons qui y ont mené sont nombreuses, mais on peut déjà dire que le déclin des revenus publicitaires de TVA au profit des géants du numérique a été décisif. Il y a donc un examen de conscience à faire à travers la société québécoise. Dans un message envoyé aux membres, le syndicat des employés de TVA affirme ne pas avoir été averti à l'avance de l'annonce de la direction et ne pas avoir été consulté pour en limiter les effets. L'annonce d'aujourd'hui contrevient clairement à nos conventions collectives et que notre travail sera envoyé sans aucune gêne à la sous-traitance. Le ministre québécois de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, fait un constat similaire à celui du patron de Québecor,
Le système actuel ne fonctionne plus dans un contexte numérique. M. Lacombe lui-même, un ancien journaliste de TVA, croit qu'une discussion s'impose avec les entreprises de presse pour voir comment le gouvernement peut adapter son aide au contexte actuel. Le ministre Lacombe explique que ce n'est pas juste, c'est une question d'argent, c'est une question d'architecture. L'arrivée des plateformes, l'arrivée des GAFAM, qui se sont accaparés 75 à 80 % de l'assiette publicitaire dans le monde numérique, cela a tout changé. Pascal Saint-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a déclaré qu'il s'agit d'une dure nouvelle pour l'industrie. Elle précise que lors de ces 10 dernières années, on constate que les géants du Web ont déstabilisé le secteur des médias et le secteur culturel. Notre gouvernement reste convaincu de la nécessité d'avancer avec la mise en œuvre des lois sur la diffusion continue en ligne et sur les nouvelles en ligne afin de créer un environnement favorable à la viabilité des médias et du secteur de l'audiovisuel. Yves-François Blanchette, chef du Bloc québécois, a décrit la restructuration de TVA comme un coup de semonce drastique, plus de 500 artisans de la télévision mis à pied, l'industrie fragilisée comme jamais et notre culture en français affaiblie. Il ajoute qu'il faut protéger nos médias contre le piratage des géants d'Internet. À noter que la station TVA en Abitibi-Témiscamingue n'est pas visée par les récentes compressions du groupe TVA, puisqu'elle est une propriété de RNC Média. Francis Beauvais, directeur général de la région, et Yvon Moreau, président du syndicat représentant les employés, tiennent d'ailleurs à rassurer la population. L'offre d'information locale est maintenue telle qu'on la connaît dans la région. Le Club des petits déjeuners observe une hausse de la demande en Abitibi-Témiscamingue. L'organisme invoque l'inflation et la hausse du coût des aliments pour expliquer cette hausse des besoins alimentaires dans les écoles. Stéphanie Roy, enseignante à l'école de l'Envol à La Sarre et responsable du Club des petits déjeuners dans cet établissement, indique que seule une faible proportion des écoles de l'Abitibi-Témiscamingue situées en milieu défavorisé sont présentement servies par ce programme. Elle fait observer qu'on est une des régions les plus touchées par le manque de déjeuner. Donc, sur une possibilité de plusieurs écoles, on est seulement 17 écoles en région qui font partie du Club des petits déjeuners, alors que 55 écoles pourraient en bénéficier. Cela équivaut à 9100 élèves qui pourraient avoir un déjeuner à l'école. Stéphanie Roy souligne qu'elle a été témoin de plusieurs effets positifs dans sa classe depuis que des déjeuners sont servis à l'école. On se rend compte que nos élèves qui ont déjeuné ont accès plus facilement à l'apprentissage, donc ils sont plus concentrés, plus réceptifs. Ce sont des enfants qui vont être fatigués moins rapidement, donc qui vont avoir plus d'attention à la tâche. Donc cela fait vraiment une énorme différence, surtout pour les enfants qui n'ont pas du tout l'occasion de déjeuner. On voit vraiment les bienfaits et cela perdure tout au long de la journée. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que le déjeuner est le repas le plus important. C'est le premier qu'on prend, alors ça a des effets sur toute la journée. Selon cette enseignante, le gouvernement du Québec aurait avantage à mieux faire connaître ce programme dans les régions éloignées. C'est un service qui est encore un petit peu méconnu et les gens pensent que c'est très difficile de s'inscrire au Club des petits déjeuners. Moi, la première. La première fois que j'ai servi des déjeuners, c'était seulement auprès de mes élèves, mais quand je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de clientèle qui venait chercher des déjeuners dans ma classe, on a agrandi le service. C'est à ce moment-là, seulement 2 ou 3 ans après avoir commencé, qu'on a contacté le Club des petits déjeuners. Je pensais vraiment que c'était inaccessible, alors que finalement, c'est super facile de faire affaire avec eux. Women in Mining Abitibi-Témiscamingue, un organisme qui inspire les femmes à une carrière dans l'industrie minière, félicite Joanne Jean pour sa nomination à la présidence de la zone d'innovation minière, un projet d'envergure pour la région et le Québec à portée internationale. Women in Mining Abitibi-Témiscamingue souhaite que la nomination de Mme Jean soit une source d'inspiration pour les femmes de la région et du Québec
qui veulent se tailler une place dans le secteur minier. Selon le Conseil des ressources humaines de l'industrie minière, les femmes comptent pour environ 12 % de la main-d'œuvre dans le secteur minier canadien, ce qui est inférieur à la moyenne nationale de 48 % pour tous les secteurs confondus. De plus, l'industrie minière compte un faible nombre de femmes parmi les cadres supérieurs de tous les groupes industriels au monde. Par nos actions et nos échanges, nous souhaitons attirer et inspirer les femmes en leur ouvrant la voie vers une carrière prometteuse dans la filière minérale, tout en sensibilisant l'ensemble de la population. Joanne Jean, diplômée en génie géologique, a fait sa place dans un milieu majoritairement masculin et s'est distinguée par son leadership et ses compétences. Elle a occupé des postes stratégiques au sein d'entreprises privées, d'organismes publics et des institutions universitaires. On lui souhaite la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions. Les compagnies minières de l'Abitibi-Témiscamingue pourraient gagner gros en interpellant directement la main-d'œuvre étrangère afin de combler une partie de leurs besoins. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à venir s'établir dans des régions comme l'Abitibi-Témiscamingue, mais il faut les renseigner sur les besoins en main-d'œuvre afin de les attirer. Élodie Postel détient une entreprise de placement de personnel qui se spécialise dans la main-d'œuvre étrangère, particulièrement dans le domaine de la construction, de l'ingénierie et de l'architecture. Elle croit que les compagnies minières de la région auraient avantage à annoncer leurs besoins afin d'élargir le bassin de gens qui seraient intéressés à travailler dans une région minière. C'est normal pour un travailleur immigrant qualifié de vouloir s'établir dans les grands centres. Il faut absolument que les entreprises fassent connaître leurs besoins à un niveau plus haut que le niveau local. Il va de soi qu'une compagnie de placement de personnel peut faire une partie du travail afin d'attirer le personnel manquant, mais il y a souvent peu d'informations disponibles pour attirer ces gens en région. Élodie Postel, elle-même originaire de la Guadeloupe, soutient que beaucoup de travailleurs immigrants ont déjà les prérequis pour travailler dans les mines. Elle donne l'exemple des conducteurs de camions ou de machinerie lourde. Il n'y a pas beaucoup de formation à faire pour qu'ils soient à jour. Aussi, si un travailleur de la construction a déjà les pieds dans la mine, il est plus facile pour lui d'accéder à d'autres postes avec souvent un minimum de formation. Son entreprise SOS Archi détient déjà une banque de 1600 travailleurs étrangers qui viennent d'Afrique du Sud, de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que de d'autres pays d'Europe qui parlent déjà français et qui sont prêts à relever de nouveaux défis. Elle doit reconnaître qu'il n'est pas toujours facile de dénicher un travail au Québec parce que la formation doit être reconnue ici. Cependant, il y a déjà des gens prêts à travailler pour lesquels il suffirait d'avoir une formation supplémentaire minimale afin qu'ils puissent être entièrement qualifiés. Les 5 préfets de la région confirment que les demandes des municipalités en Abitibi-Témiscamingue ont été entendues durant les discussions du pacte fiscal avec le gouvernement du Québec. Ce pacte fiscal prend d'ailleurs une nouvelle formule et va permettre aux municipalités de régler plus efficacement les dossiers pressants, explique le président de la Conférence des préfets, Sébastien Dastou, et le préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, Jacqueline Bégin. La crise du logement, l'itinérance et l'entretien des infrastructures essentielles sont quelques exemples de défis à surmonter. Jusqu'à présent, la priorité va être de s'attaquer aux enjeux liés au changement climatique, mentionne Martin Ferron, préfet de la Vallée de l'Or. De plus, le montant accordé aux municipalités va s'ajuster à l'inflation pour mieux répondre aux besoins des villes, selon la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire. Québec va également considérer des éléments autres que la population pour donner des sommes importantes. Un ajustement qui satisfait les préfets de la région, dont celle du Témiscamingue, Claire Bolduc, étant donné que c'était un frein important dans les dernières années pour recevoir du financement. Les préfets de la région souhaitent tout simplement que l'argent soit mieux réparti selon les besoins. Le Centre national pour la vérité et la réconciliation attend toujours la transmission de documents concernant les enfants des pensionnats qui ne sont jamais rentrés à la maison. En cause, selon les organismes concernés, les délais de traitement,
les lois sur la vie privée et le manque de financement, dans un rapport provisoire publié en juillet, le Comité sénatorial permanent des peuples autochtones recommandait aux organismes gouvernementaux et entités qui ne l'auraient pas encore fait de transférer rapidement les documents liés au pensionnat pour Autochtones au Centre national pour la vérité et la réconciliation. Comme prévu dans le rapport, le comité a tenu des audiences au début de l'automne pour demander des comptes aux entités qui n'avaient toujours pas remis les pièces demandées. Le président du comité, le sénateur Brian Francis, membre de la Première Nation de Lennox Island, située dans l'île du Prince-Édouard, est lui-même un ancien élève de l'externat indien de Lennox. Il explique que les Autochtones font face à de nombreux obstacles pour accéder aux dossiers liés aux écoles résidentielles et les institutions qui y sont associées. Ça comprend les statistiques de base, les coronaires, les rapports médicaux. Plusieurs de ces dossiers ont été détruits par le gouvernement de l'Église. Pour lui, ces documents sont essentiels dans le chemin de vérité et de réconciliation. M. David Arnott, vice-président du comité, a lancé que tous les Canadiens devraient se demander, comme le Sénat est en train de faire aujourd'hui, pour quelles raisons des organisations auxquelles la vie des enfants autochtones a été confiée refusent maintenant de faire le nécessaire. Les gens ne vivent qu'un certain temps. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des réponses. Selon le sous-ministre à la Bibliothèque et Archives Canada, Jasmine Bouchard, les délais que présente l'organisme sont principalement liés au grand nombre de parties prenantes qui sont assises autour de la table. L'institution gouvernementale possède jusqu'à présent 6 millions de pages de documents liés aux externats pour Autochtones. Il y a beaucoup de gens qui doivent s'entendre à ce qui doit être fait, comment ça doit être fait. Bibliothèque et Archives Canada a reçu 25 millions de dollars pour traiter ces documents. C'est un processus qui peut prendre 2 ans. Avec une soixantaine d'employés sur ce dossier, il y a plusieurs étapes à suivre, soit le repérage, la fouille, la numérisation, le traitement des métadonnées et la révision pour tenir compte de la vie privée. Il y a beaucoup d'informations sur les élèves qui ont été dans ces établissements-là qui ne peuvent pas être partagées facilement parce que ça va à l'encontre des lois sur l'accès à la vie privée. C'est la partie du travail qui nécessite plus de temps. Au Canada, 2 lois ont pour but de protéger la vie privée, soit la loi sur la protection des renseignements personnels qui s'applique au secteur public et la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui concernent au secteur privé. Les chercheurs détiennent des accès à tous les dossiers des ministères. Toutefois, les documents sont largement censurés. Ce sont des documents qui peuvent aider à retracer des lieux de sépulture, mais ils sont en grande partie inaccessibles. Selon le directeur général de la compagnie de recherche, Edward J. Sadowski, ces documents appartiennent aux Autochtones. Les droits de propriété intellectuelle autochtones n'ont été cédés au titre d'aucun traité. La recherche de financement reste en outre un enjeu important pour plusieurs des entités convoquées, comme le Musée royal de la Colombie-Britannique et la Société historique de Saint-Boniface. Selon Jody Gisbrecht, vice-présidente Archives, Collections et Recherches au Musée royal de la Colombie-Britannique, la recherche des archives reçoit un financement provincial. Celui-ci reste insuffisant. Elle affirme qu'ils sont à la recherche d'autres possibilités de financement pour accélérer le processus de numérisation et de transfert. Sans un financement accru et des ressources humaines pour entreprendre cette tâche à temps plein, ce processus pourrait prendre des décennies. Ce manque de financement retarde la justice pour ces communautés. Il presse pour les gouvernements et l'Église catholique d'allouer le soutien financier nécessaire afin d'expédier tous les documents. Commentaires désobligeants, intimidations et parfois même des menaces font partie de la réalité de certains élus. Dans de petits villages où tout le monde se connaît, la situation peut parfois devenir intolérable. Se sentant incapables de travailler dans ces conditions d'insultes à répétition, des élus municipaux prennent la décision de quitter leur poste. Ce climat de travail malsain est devenu un véritable fléau. En un peu plus d'1 an, à peine,
4 villages de l'Abitibi-Témiscamingue se sont retrouvés sous l'administration provisoire de la Commission municipale du Québec. Dans la majorité des cas, de nombreuses tensions avaient éclaté entre employés, élus municipaux et citoyens. Le cas où le plus récent est celui d'Autier-Nord, un petit village d'Abitibi-Ouest de 277 habitants. Cet automne, 4 conseillers municipaux ont quitté leur poste à la suite d'une séance du conseil qui a dérapé. Lors de cette houleuse soirée, des citoyens ont insulté des membres du conseil à plusieurs reprises. Même l'ex-maire de la municipalité, Alain Gagnon, se trouvait parmi les citoyens et prenait régulièrement la parole pour insulter le maire actuel. Ce dernier affirme que tu vois des gens avec qui tu as passé du bon temps, que tu appréciais, qui viennent au conseil, pas pour comprendre, mais pour insulter les membres du conseil et leur prêter de mauvaises intentions, alors que tout ce que les membres du conseil municipal veulent, c'est le bien-être de la municipalité. Ça fait mal et ce sont plusieurs nuits que tu n'endors pas. Le maire de la municipalité de Roquemaure, Mathieu Guillemette, comprend très bien ce que vivent les élus d'Autier-Nord. Son village a été mis sous tutelle par la Commission municipale du Québec en 2022 en raison d'un climat de travail difficile et de nombreux conflits à l'interne. Des élus et plusieurs officiers avaient démissionné dans les dernières années, dont pas moins de 4 directrices générales. Les conflits perduraient depuis des années. Ce n'était pas harmonieux, c'était donc difficile d'avancer. M. Guillemette mentionne que si on ne travaille pas ensemble, on n'avancera pas. Rester pris là-dedans, ça pénalise les citoyens, et pas juste les citoyens, mais toute la collectivité. La Commission municipale du Québec est finalement partie en mars dernier, jugeant que le climat de travail était beaucoup plus sain. Selon Mathieu Guillemette, le fait qu'il soit originaire de l'extérieur de la région a représenté un avantage puisqu'il n'a aucun historique de conflit avec des citoyens de la communauté. Dans la MRC Abitibi, le village de Trécesson est toujours sous tutelle, alors qu'au Témiscamingue, la municipalité fusionnée de Laverlechère-Anglier est sous administration provisoire. Les petits villages ont souvent de la difficulté à pourvoir tous les postes d'élus et ce type de conflit n'aide en rien à encourager des citoyens à s'impliquer. Bien que l'ambiance soit bonne en ce moment dans sa municipalité, le maire de Duparquet, Denis Blais, constate lui aussi que plusieurs citoyens ne respectent pas leur élu. L'attitude des gens vis-à-vis des conseillers et des maires va devoir changer. On est quasiment des missionnaires, mais on n'est pas à temps plein. On va là pour aider la communauté, aider les gens. Il va falloir qu'ils prennent un peu de recul et laisser les élus effectuer leur travail. À un moment donné, il y a des limites à ce qu'un humain peut tolérer. Marie-Ève Larouche, ancienne conseillère municipale d'Autier-Nord, affirme que quand les insultes viennent de tes concitoyens, de tes voisins, des gens pour qui tu avais du respect ou de l'amitié, pour ma part, je ne suis pas assez forte pour ça. Élu maire de Sainte-Germaine-Boulay, pour la première fois en 1997, Jacqueline Bégin estime qu'il ne serait jamais demeuré en poste s'il avait dû faire face à des conflits aussi importants. Il s'agit, selon lui, d'un frein pour attirer et aussi garder nos élus. Il soutient qu'il aurait eu beaucoup de difficultés comme maire à vivre ces situations-là. Je ne pense pas que j'aurais fait le nombre d'années que j'ai faites si j'avais eu à vivre ça. L'initiative Expérience Québec bonifie son offre aux entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue qui naviguent dans le recrutement de travailleurs à l'étranger. Expérience Québec, qui regroupe les 5 centres de formation professionnelle de la région, annonce un partenariat avec la firme de recrutement Service Conseil Your Team International. En plus de son mandat, qui consiste à recruter et à former des élèves en provenance de l'étranger, Expérience Québec peut désormais offrir aux entreprises la possibilité de recruter des travailleurs étrangers. Dans ce partenariat, le mandat de Your Team prévoit l'analyse des besoins des entreprises qui lui sont confiées, la sélection des travailleurs et les démarches reliées à l'immigration. Expérience Québec Abitibi-Témiscamingue prend ensuite le relais pour assurer leur intégration au Québec.
Mathieu Ouellette indique que ça peut commencer par des formations sur comment ouvrir un compte de banque ou sur le fonctionnement du système québécois. Il y a aussi de la formation de mise à niveau sur les compétences. On touche également à la formation culturelle, tant pour les nouveaux arrivants que pour les travailleurs déjà sur place, pour qu'ils comprennent la réalité de leurs nouveaux collègues. La réussite d'une bonne intégration passe par l'éducation. 3 entreprises sont déjà en partenariat avec Your Team, pendant qu'une cinquantaine de travailleurs étrangers font des démarches pour arriver en Abitibi-Témiscamingue dans les prochains mois. Stéphane Giard, vice-président chez Service Conseil Your Team International, souligne qu'on est là pour simplifier les choses et pour encadrer les entreprises dans un monde complexe. Sébastien Lemire, député d'Abitibi-Témiscamingue, et Sylvie Bérubé, députée d'Abitibi-Baie-James-Nunavut-Yiu, s'inquiètent de l'avenir des médias de la région. Les coupures importantes chez TVA ainsi que la fin de la distribution du Publisac ajoutent à une situation déjà précaire. Si les 2 nouvelles ne touchent pas nécessairement l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec, la situation des médias locaux est toujours à risque en région. En effet, depuis plusieurs années, les salles de nouvelles de plusieurs des journaux locaux ont été réduites, tout comme celles de certains radiodiffuseurs. La situation des médias locaux est grave. Pour notre région, les journalistes nous permettent de faire résonner les voix de nombreuses personnes, des élus jusqu'aux citoyens. C'est grâce à une information locale écrite par des gens d'ici pour les gens d'ici que nous sommes en mesure d'avoir une vie politique, culturelle, sportive, active. Les médias sont au cœur de notre développement local et régional, a fait savoir M. Lemire. Pour aider les journaux locaux à obtenir une plus grande diffusion, les députés du Bloc québécois appellent le gouvernement à faire pression sur Poste Canada afin qu'ils prennent le relais en acceptant de les distribuer à un tarif préférentiel. En posant ce geste, Ottawa permettrait à nos journaux locaux de retrouver la possibilité d'aller à toutes les portes de nos régions. L'information est une ressource essentielle et il faut la préserver. C'est une question de démocratie, a souligné Mme Bérubé. Les 2 députés du Bloc québécois appellent aussi le gouvernement à s'engager dans une réflexion importante, notamment pour soutenir les salles de nouvelles radiophoniques et télévisuelles. Rappelons que le crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique exclut ces 2 salles de nouvelles ainsi que les médias communautaires. Actuellement, nos régions vivent certains déserts médiatiques. Des secteurs comme l'Abitibi-Ouest se retrouvent avec peu de visibilité parce qu'il manque de journalistes sur le territoire. C'est inacceptable. L'information est et demeurera toujours à la seule façon de prendre des décisions éclairées. Les questions difficiles des journalistes, leur enquête, leur présence poussent les débats plus loin. La variété des points de vue est aussi plus qu'importante. Nous en appelons au gouvernement à agir dès maintenant avant qu'il soit trop tard. Il faut agir pour sauver notre information locale, ont affirmé les députés. La consigne sur les contenants de boissons en aluminium, en verre ou en plastique a augmenté de 5 sous. De leur côté, les bouteilles de bière des microbrasseries passent de 20 à 10 sous. Le gouvernement du Québec désire ainsi encourager les consommateurs à rapporter plus de contenants. Le but ultime est d'atteindre 5 milliards de contenants par année, selon le site consignaction.ca. Plusieurs citoyens voient cette initiative de bon œil. Cette réforme apporte beaucoup d'avantages aux entreprises d'embouteillage comme Honeybee, située à Amos et à La Sarre. Le président du Conseil canadien du commerce de détail, Michel Rochette, qui représente toutes les grandes chaînes d'épicerie au Québec, affirme qu'il va y avoir plusieurs ajustements à venir. La 2e phase est prévue en mars 2025, où d'autres types de contenants s'ajouteront à la liste de consignation, dont des bouteilles de vin, des bouteilles d'eau, ainsi que des cartons de lait. Au moment même où ils appuyaient la motion du Bloc québécois en faveur d'une immigration réussie, les libéraux ont rendu public de nouvelles
cibles d'immigration. Selon Sylvie Bérubé, députée d'Abitibi-Baie-James-Nunavut, EU, et Sébastien Lemire, député d'Abitibi-Témiscamingue, les chiffres révélés par le ministre de l'Immigration, Mark Miller, continuera d'avoir un impact sur le Québec, notamment quant à notre capacité d'accueil et à l'avenir de la langue française. Rappelons que le seuil d'immigration actuel du Canada, soit 500 000 personnes, équivaut à construire chaque jour un village comme Palmarol par jour, l'équivalent d'une ville comme Amos chaque semaine ou d'une ville comme Val-d'Or chaque semaine. M. Lemire souligne qu'Ottawa doit respecter notre capacité d'accueil. Le Québec est généreux et accueillant et veut que les nouveaux arrivants trouvent ici une vie convenable, un logement, des services de santé, de garderie, d'éducation et bien sûr le soutien requis pour bien s'intégrer en français et ainsi participer à notre culture dans toutes les régions du Québec. L'enjeu est important et le gouvernement ne prend pas acte des besoins et des services pour mieux accueillir les nouveaux arrivants. Il cible sans contrat et sans analyse potentielle, donc il doit retourner au travail avec empressement et respecter les compétences du Québec, a énoncé Mme Bérubé. Pour Mme Bérubé et M. Lemire, il n'y a pas de 36 manières pour le ministre et le gouvernement libéral de corriger cette bévue. Le ministre doit discuter avec Québec pour comprendre ce que sont les difficultés en termes de soins de santé, d'éducation, de services de garde, de logement, de transport collectif, mais surtout de francisation pour réaliser justement une immigration réussie. En annonçant ses propres cibles aujourd'hui, le Québec démontre une connaissance de combien il faudra de professeurs pour les nouveaux élèves, combien de logements pour les nouvelles familles, ce que sera le volume de soins à prodiguer, combien de places en service de garde pour les tout-petits, combien de transports collectifs. Nous avons donné un levier, un rapport de force pour que l'Assemblée nationale fasse valoir les intérêts du Québec, concluent les députés bloquistes. Ruba Gazal, candidate au poste de porte-parole féminine pour Québec solidaire, était de passage en fin de semaine en Abitibi-Témiscamingue. Madame Gazal, qui a été invitée dans la région par des membres de Québec solidaire, a dit constater un sentiment de loyauté auprès des militants de la région envers l'ex-députée Émilise Lessard-Terrien, également dans la course au poste de co-porte-parole de cette formation. Elle estime que la candidate, qui sera choisie à la fin novembre, devra faire de l'élection de l'ex-député solidaire dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue une priorité. Elle affirme que ça a été difficile de perdre Émilise. Émilise a été une députée extraordinaire pour tout l'Abitibi-Témiscamingue et ça va être une priorité qu'Émilise Lessard-Terrien gagne ici à Rouyn-Noranda parce que la voix de la région qu'elle portait à l'Assemblée nationale était beaucoup trop importante. Même si elle ne prévoit pas compter sur une majorité d'appui de la part des membres témiscabitibiens de Québec solidaire, Ruba Gazal affirme qu'elle tenait à visiter la région afin de peaufiner sa compréhension des problèmes qui la caractérisent. Elle raconte que peu importe le sujet dont elle parlait, on lui parlait de la crise du logement, de la crise de l'habitation et des prix des maisons à acheter ou à louer qui ont explosé, qui sont extrêmement chers. Les colis d'Amazon arrivent par milliers dans l'entrepôt de RP Express de l'Avenue Québec à Rouyn-Noranda. Chaque semaine depuis mars dernier, l'entreprise traite jusqu'à 7000 colis du géant américain. En moyenne, il livre entre 12 et 17 000 paquets aux quatre coins de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Chaque matin dans l'entrepôt, c'est une véritable fourmilière. C'est la cohue des pneus d'hiver, mais très bientôt, ce sera la frénésie du temps des fêtes, explique le répartiteur Mathieu Poulain. Ce qui fait leur force, c'est le service à la clientèle et leur présence sur l'ensemble du territoire témiscabitibien. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. À la suite d'Infotémis, je vous invite à regarder l'annonce officielle de la 3e édition du Raid Témiscamingue 2024 avec l'ouverture des inscriptions pour les participants.
Ici Lorraine McLean qui vous remercie d'avoir été là. Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission d'Info Témis. Au revoir.